L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur nos ondes pour cette nouvelle édition de l'économie autrement en ce mardi 20 juillet 2021. Au micro, Guillaume Le Panéraire. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au secteur public et plus particulièrement aux collectivités locales avec une vision prospective que nous ferons en deux temps. À court terme tout d'abord, il s'agit de se projeter sur le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du plan de relance. À moyen terme ensuite, avec une première analyse du projet de loi 4D, 4D pour différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification. Ce projet de texte devrait permettre une plus grande souplesse aux collectivités territoriales dans leurs actions publiques au niveau local et une meilleure efficacité. Tout juste examiné par le Sénat, cette loi devrait être votée à l'automne. Pour développer ces thématiques, nous écouterons tout d'abord l'édito de François Saint-Martin, associé KPMG en charge du secteur public local. Puis, j'aurai le plaisir de recevoir dans le grand angle Françoise Gatel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation et co-rapporteur du projet de loi 4D au Sénat. Commençons donc cette émission avec l'édito de François Saint-Martin. L'édito. Le plan de relance reste un dispositif d'intervention difficile à comprendre pour les acteurs économiques. Difficile, pourquoi ? D'abord, c'est un plan de relance sélectif. L'Union européenne et les États ont défini des domaines où devront se concentrer les actions de relance. L'environnement, la compétitivité économique et l'amélioration de l'intégration sociale, par exemple. Ce n'est pas un guichet ouvert sans critères. Ensuite, c'est un dispositif de soutien qui, appliqué à l'organisation institutionnelle française, se traduit immanquablement par une multiplicité de mesures, de fonds d'origine diverses, de prêts, de subventions, et j'en passe. Heureusement, en France, l'acteur économique, quel qu'il soit, entreprise, association, collectivité, dispose d'un habitus administratif qui lui permet de s'y retrouver. Mais quelle est la place des collectivités dans ce plan de relance financé par des crédits européens mis à disposition des États ? Cette place est centrale. L'organisation institutionnelle de notre pays laisse de larges prérogatives au bloc territorial dans des compétences économiques visibles. Les transports, l'eau, le logement, l'aménagement urbain, les personnes âgées. À l'évidence, il est fondamental que les collectivités soient sollicitées pour participer à ce plan de relance. Central aussi parce que les collectivités sont plus rapides que l'État pour mettre en œuvre les projets. Adossées à des objectifs de mandature et à des territoires limités, leurs organisations sont plus agiles lorsqu'il s'agit d'accélérer. Enfin, les crédits du plan de relance constituent pour elles un levier de financement. L'État cofinance des projets et favorise ainsi leur mise en place. La réussite du plan de relance est donc d'abord une affaire de mise en œuvre par le niveau le plus proche des concitoyens. Dans ce contexte, le projet de loi 4D, 4D pour décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification, arrive au bon moment. Encore en genèse, ce projet suscite un espoir au sein des collectivités car il pourrait leur accorder un peu de liberté institutionnelle et en cela amplifier leur rôle dans la relance. CQFD. Grand angle. Poursuivons maintenant avec le grand angle. Nous recevons aujourd'hui à notre micro Françoise Gatel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine rattachée au groupe Union Centriste, membre de la commission des lois et présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. J'ajoute que vous avez été précédemment maire de Château-Giron en Ille-et-Vilaine et présidente de la communauté de communes Pays de Château-Giron. Bonjour Françoise Gatel. Bonjour. Françoise Gatel, notre émission s'intéresse aujourd'hui au rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du plan de relance initié par l'Union européenne. D'un point de vue opérationnel, comment s'organise cette mise en place au niveau local ? Cette mise en place s'est organisée d'une manière qui se voulait rapide, parce que c'était un plan de relance pour faire face à la crise. Je pense que les collectivités jouent un rôle majeur dans la relance de l'économie. Moi, j'aurais aimé que ces fonds soient plutôt pilotés au niveau des régions. Les préfets ont pu embaucher des sous-préfets à la relance. Ces personnes sont sans doute très bien, mais elles ont sûrement une difficulté à appréhender le milieu dans lequel elles arrivent, parce que parfois, elles n'ont pas la culture des collectivités. C'est un petit peu compliqué. On a demandé aux collectivités de faire un projet de territoire, ce qui est très bien et nécessaire, mais les délais sont rapides.
Toutefois, je trouve que les collectivités s'y donnent très sérieusement, même si sans aucun doute, on mesure là encore la différence entre des petites collectivités qui manquent d'ingénierie et les plus grandes. Donc il faut notamment que l'Agence nationale de la cohésion des territoires vienne accompagner les collectivités locales et les plus petites parce que avec leur plan de relance, elles font tourner aussi une économie locale de PME, voire de TPE. C'est de l'emploi qu'elles maintiennent sur place et c'est aussi du dynamisme et du futur possible. Est-ce que l'action du bloc territorial permet une meilleure efficience, qu'elle soit opérationnelle ou économique? Je pense qu'il y a une efficacité, c'est-à-dire l'État dit « je veux » et ce sont les collectivités qui peuvent faire. Les collectivités, elles sont pleinement engagées, on l'a vu dans l'économie, dans le plan de relance, dans leurs projets, malgré les contraintes qu'elles ont elles aussi de gérer la crise, que ce soit sur les contraintes de sécurité, des contraintes sanitaires, l'organisation de plans de vaccination. On voit bien que les collectivités, après une année particulière où elles ont été élues tardivement, elles n'ont pas pu se réunir, on le voit bien qu'aujourd'hui, elles sont déjà en marche et c'est elles qui engagent l'argent, c'est elles qui engagent les travaux. Donc, elles ont une agilité, une réactivité qui permettent d'être dans ce temps de la crise où il faut que le plan de relance, ce soit aujourd'hui et maintenant pour éviter une nouvelle dégradation de l'économie. L'État peut décider de moyens, il les met et ça, c'est parfait, mais l'État n'a pas la réactivité. L'État est trop lointain pour concrétiser des marchés à des échelles d'entreprises très différentes. Cette logique d'une plus grande pertinence de l'action publique par les collectivités locales se retrouve dans le projet de loi dit 4D. Françoise Gatel, vous êtes co-rapporteure du projet de loi au Sénat. Pouvez-vous nous en donner rapidement les ambitions? Ce texte qui s'appelle 4D, la différenciation, c'est-à-dire on ne fait pas la même chose partout. C'est l'exemple de ce qui se passe déjà aujourd'hui en Corse ou de dispositions spécifiques à l'outre-mer. La déconcentration, ça veut dire qu'il faut que l'État dans les territoires soit fort. On a vu avec la crise sanitaire où les directeurs des agences régionales de santé ne rendaient pas compte au début au préfet, mais au ministre. Et en temps de crise, vous imaginez que ces circuits très longs sont inopérants. La décentralisation, parce que je pense que l'État doit être sur ses fonctions régaliennes, mais tous les champs opérationnels, il faut qu'il les confie aux collectivités. Donc, le gouvernement nous a présenté une loi d'outils. Nous, ce qui nous importe, c'est surtout la lettre E, celle de l'efficacité, c'est-à-dire il est vraiment temps dans ce pays, après la crise des Gilets jaunes, après la crise sanitaire, qu'on se mette, si je puis dire, en ordre de marche et qu'on organise mieux les choses sans faire un bing-bang territorial. On a subi, sous le dernier quinquennat, des lois territoriales qui étaient très uniformisantes, qui étaient une série de normes où tout le monde devait faire la même chose, quel que soit son territoire. Voilà, c'est ainsi. Les élus veulent pas de nouvelles révolutions organisationnelles, mais ils veulent de la souplesse et de l'agilité. C'est vraiment ce qu'on leur donne. On a un texte qui est un projet de loi qui est timide, maladivement timide, si je puis dire. Il est temps d'agir. On a des concitoyens qui sont pleins de méfiance à l'égard des élus, à l'égard des collectivités, des dysfonctionnements pendant la crise sanitaire. Donc, il faut y aller. Et donc, le Sénat a donné des avancées. Concrètement, comment les choses vont-elles s'organiser? Je vais vous donner des choses très concrètes que le Sénat a données dans ce texte. D'abord, la différenciation. C'est-à-dire dire que dans le Cantal, on ne fait pas la même chose qu'à Lille ou qu'à Paris. Et nous avons inscrit ça en dur au premier article de la loi, en disant tous les textes, que ce soit du logement, que ce soit de l'environnement, doivent dire que selon les territoires, selon que l'on soit en montagne, en littoral ou en petite ville, on doit pouvoir adapter les choses pour atteindre le même objectif. Deuxièmement, la déconcentration, c'est-à-dire la capacité de décider au plus près. Nous avons souhaité renforcer le rôle des préfets de département sur les dotations d'investissement local. Nous souhaitons que ce soit fait au niveau des départements. Ça va plus vite, c'est plus intelligent, parce que tout ça, c'est de l'argent à réinvestir pour les entreprises. Nous pensons que l'agence régionale de santé doit être copilotée par le préfet et le président de région.
et qu'il doit y avoir des validations des propositions. Nous souhaitons aussi donner un rôle plus important aux régions en matière de fonds en économie circulaire et chaleur, c'est-à-dire c'est les régions qui ont ce rôle de l'économie qui doivent pouvoir agir. Et puis surtout, on veut que les choses soient placées au bon endroit. Les gestionnaires de lycées ou de collèges dépendent aujourd'hui du ministère de l'Éducation nationale, alors que c'est le président de région et de département qui a des obligations en matière alimentaire dans les cantines. Donc nous proposons que ces gestionnaires soient rattachés à la région. Nous souhaitons que la médecine scolaire, pour qu'il y ait vraiment une prise en charge d'enfants, de difficultés familiales qu'on n'arrive pas à détecter en dehors de l'école, la médecine scolaire soit rattachée au département. Donc nous y mettons vraiment de l'efficacité. Nous souhaitons que la région copilote toutes les politiques en matière d'emploi pour qu'on soit plus efficace en économie et surtout que le préfet, il a un rôle plus important. On n'imagine pas un gouvernement où le Premier ministre n'aurait pas d'autorité sur le ministre de l'Éducation nationale, de l'environnement ou des finances. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les départements ou les régions, puisque la santé est une agence, l'environnement avec l'ADEME, c'est une agence indépendante, la direction régionale des finances publiques dépend directement de Bercy, et le recteur dépend directement de l'Éducation nationale. Donc nous voulons qu'il y ait un pilote dans l'avion au niveau local. On l'a vu pendant la crise. Le préfet doit être en quelque sorte le chef d'orchestre de toutes les compétences de l'État, faute de quoi on aura une situation, et je vous donnerai un exemple en matière sanitaire. Pendant la crise, le premier confinement, le président de l'Association des départements de France, Monsieur Bussereau, a découvert par la presse qu'il y avait un cluster et des morts dans des EHPAD de son département, alors qu'il a la double tutelle avec l'État, parce que le directeur de l'Agence régionale de santé ne savait pas trop que les départements avaient un rôle à jouer. Donc les informations ont monté à Paris, alors que le président de département qui peut faire des choses ne savait pas. Donc il faut qu'on arrête avec ces histoires. Donc c'est mettre du bon sens et avoir une exigence d'efficacité. Je suis pas sûre qu'on y soit encore parce que nous avons 2 propositions complémentaires qui sont très importantes, permettent qu'il y ait des délégations de compétences entre collectivités. Si la région veut que l'aide à l'économie de proximité, le commerce en milieu rural soit plutôt donnée par les départements parce qu'ils sont plus proches, nous souhaitons que ce soit possible. Le gouvernement n'est pas d'accord avec ça. Et pour les grands ensembles comme les grandes métropoles, où on voit que la vie de tous les jours, l'exemple, la petite voirie comme le nid de poule qui doit être gérée en proximité, est en fait aujourd'hui gérée par la métropole qui parfois est à 90 km du fameux nid de poule qui est dans une petite commune et dans une petite rue. Nous voulons que là où c'est nécessaire, on redéfinisse l'intérêt métropolitain. Que la voirie soit de compétence métropolitaine, c'est important par rapport aux mobilités. Par contre, l'entretien de la petite rue où ne passe jamais un bus ou un tram qui est à 90 km du siège de la métropole, peut-être qu'il serait plus efficace de laisser les services municipaux intervenir. Donc, nous avons mis de l'intelligence territoriale, nous y avons mis du bon sens, puisqu'on a un seul objectif, c'est celui de l'efficacité. Et cette loi ne peut pas être une loi pour rien. Moi, je pense que c'est plus un état d'esprit que de nouvelles lois. Cette loi 4D c'est quand est même un aboutissement. incroyable qu'en France, tous les 2 ans, prochaines étapes pour améliorer encore l'efficacité de l'action publique territoriale. Ça veut dire qu'à un moment, on les a mal pensées. Les dernières lois NOTRe, MAPTAM en sont le bon exemple. La création de très grandes régions sont un autre exemple de difficulté. Bon, voilà, maintenant, l'architecture, elle est ainsi. Nous, on dit on va pas refaire un grand chamboule-tout qui serait aussi hasardeux que le précédent et qui épuiserait les élus, qui, au lieu de faire et de relancer l'économie, seraient occupés à s'organiser. Nous disons, on va mettre de la souplesse et on va donner aux élus, contrairement à ces lois qui sont des lois qui norment, des lois uniformisantes, nous définissons un champ des possibles. C'est-à-dire, ce sont des lois qui permettent. Et nous, notre objectif, c'est que
on change d'état d'esprit. C'est-à-dire, au lieu d'être dans la norme, la décision depuis Paris qui s'impose aux plus petits villages de France, nous disons l'État fixe un cadre, l'État a ses compétences régaliennes et il doit donner dans la loi un champ des possibles qui permet aux élus de s'adapter. Et donc, c'est pour ça que le premier article que nous avons écrit, il est d'une intensité forte. Et vraiment, moi, je pense qu'il faut qu'on casse cet état d'esprit normatif qui nous laisserait penser que depuis Paris, il y aurait de l'intelligence pour organiser les choses, sauf que le réel et la vie échappent à la norme. Et donc, nous, notre exigence, c'est une prise de conscience de tout ça et que dans toutes les lois qui viennent, encore une fois, on soit imprégné de cela et que quand on fait, je disais, une loi sur le logement, une loi sur l'environnement, une loi sur les mobilités, eh bien, il faut qu'on parte des collectivités qui sont les structures qui vont devoir réaliser, mettre en forme et rendre service aux habitants et montrer à nos concitoyens que dans les collectivités, il y a des gens sérieux et responsables qui font tourner la France du quotidien et qui leur rendent les services dont ils ont besoin. Une crise est toujours révèle les faiblesses et les forces de En conclusion, chacun. quel bilan Je crois que la tirer de l'action des collectivités territoriales pendant cette crise aux sanitaire? yeux de tout le monde, c'est la capacité des collectivités à faire une sorte de digue pour empêcher une dégradation sanitaire, une dégradation économique, mais aussi une dégradation sociale. Les collectivités ont joué ce rôle de rempart et en même temps un rempart qui n'était pas que de la défense, mais qui permet de revenir à la vie avec notamment le plan de relance, le maintien des écoles. Et puis les faiblesses, je crois que la crise, elle a révélé que l'État et les collectivités avaient un rapport qui était du « je t'aime, moi non plus », ou que l'État pouvait penser que les collectivités ne sauraient pas faire et que les élus n'avaient pas le sens des responsabilités. Et on a vu, quand un président de la République dit un jour de juin, un dimanche de juin, tous les enfants doivent retourner à l'école dans 10 jours, c'est une idée merveilleuse qui relève bien d'un rôle du président de la République. Sauf que qui l'a fait, qui a mis en place les protocoles, a mobilisé du personnel, a fait que les services périscolaires étaient là aussi, ce sont les collectivités locales. Donc l'État veut et les collectivités peuvent. Et la leçon qu'on doit tirer, c'est que le couple État-collectivité est un binôme indissociable et qui doit être dans une relation forte et de confiance. Un grand merci à vous, Françoise Gattel. Nous suivrons donc attentivement l'actualité de ce projet de loi d'ici sa promulgation, normalement au 2e semestre de cette année. Notre application est disponible sur l'App Store et Google Play. Ainsi se termine la 14e édition de l'Économie autrement. Merci encore à notre invité et également à tous les contributeurs de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain pour une nouvelle édition de l'Économie autrement. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent été. Profitez bien, Kenavo. L'Économie autrement, une émission de Radio KPMG.